Le Rhin avait transformé le dernier mile de l'allée de l'Arc-Court en une rivière grise. Juliette la remonta à pied, son unique malle sur une charrette de ferme derrière elle, et elle entendit les hurlements avant de voir la maison. Ce n'était pas un son humain. C'était un cheval, aigu et frénétique, le genre de son qui passe directement par l'oreille pour aller dans la poitrine. Elle se mit à courir. L'allée débouchait sur une cour gravillonnée, et la cour était pleine d'hommes. 6 d'entre eux, peut-être 8, tous criant en même temps. Au centre d'eux, une jument grise se cabrait contre un mur de cordes. Ses yeux roulaient blancs, ses 4 jambes fendant l'air humide. Un palefrenier tenait une corde et se faisait traîner. Un autre faisait tournoyer une seconde corde comme un homme essayant de pendre le ciel. La jument retomba lourdement, pivota et heurta le montoir avec son épaule. Du sang coulait en rose dans la pluie le long de sa jambe. Sur les marches au-dessus d'eux se tenait un homme grand en manteau noir. Il ne criait pas. Il observait toute cette ruine avec une immobilité qui effrayait Juliette plus que le bruit. « Abattez-la, dit-il. » Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Un garde près de l'arche de l'écurie avait déjà un fusil à l'épaule, et il abaissait sa joue contre la crosse. Non. Le mot sortit de la bouche de Juliette avant qu'elle ait décidé de le dire. Elle était déjà en mouvement. Elle laissa tomber son bonnet mouillé dans le gravier. Elle posa sa main à plat contre le canon du garde et le poussa vers le sol. Et l'homme fut si stupéfait par elle qu'il la laissa faire. « Donnez-lui de l'espace, dit Juliette. Tous. Reculez jusqu'au mur. Lâchez les cordes. Miss, un palefrenier commença. Lâchez-les. Quelque chose dans sa voix fit ce que sa petite taille ne pouvait pas. Les hommes reculèrent d'un pas. Les cordes se relâchèrent dans la boue, et Juliette Elston, 22 ans, trempée jusqu'aux os, inconnue d'une seule âme sur ce gravier, s'avança dans l'espace ouvert vers un cheval qui avait déjà ouvert le crâne d'un homme ce matin-là. Elle ne regarda pas les yeux de la jument. Elle avait appris cela il y a longtemps dans l'écurie de son père avant que tout soit vendu. On ne fixait pas une créature effrayée. On se faisait petit, terne et ennuyeux. On ne lui donnait rien à craindre. Elle s'arrêta à 2 mètres et se tourna à moitié, regardant la pluie. Là, dit-elle, non à la jument. À l'air. Là. Quel grand remue-ménage. Les oreilles de la jument se dressèrent d'un demi-pouce. Juliette sortit le mors de bride simple de sa poche. Il avait appartenu à son père. C'était la seule chose de lui qu'elle avait refusé de vendre, une chose ordinaire, qui ne valait presque rien, usée par 40 ans de bons chevaux. Elle le tint bas et laissa la pluie couler dessus, et elle attendit 1 minute. 2. Les hommes derrière elle s'étaient tus. Sur les marches, l'homme en noir n'avait pas bougé. La jument fit un pas vers elle, puis un autre. Elle baissa sa tête abîmée et lipa le mors dans la main ouverte de Juliette. Juliette glissa son autre main sous la mâchoire humide, lente comme le lever du soleil, et resta là, caressant le grand cou tremblant. La respiration de l'animal descendit de la terreur à quelque chose qui n'était que de la fatigue. Là, murmura Juliette. Là, tu ne vas pas mourir aujourd'hui. Personne de sensé ne va abattre une jument qui vaut 200 guinées parce qu'elle avait peur d'une corde. Elle leva alors les yeux. L'homme sur les marches la regardait. Il était plus jeune que le manteau noir ne l'avait fait paraître. 30 ans peut-être. Des cheveux bruns cendrés mouillés aux tempes et des yeux d'un bleu si profond qu'ils paraissaient noirs à travers la cour. Un visage beau et fermé. Il la regardait comme un homme regarde une facture à laquelle il ne s'attendait pas. Emmenez la jument à l'intérieur, dit-il au palefrenier sans détourner les yeux de Juliette. Séchez-la. Passez de longs gants sur l'épaule. Une pause. Ne tirez sur rien aujourd'hui. Les hommes vinrent et prirent la jument, d'où maintenant qu'elle était douce, et l'emmenèrent. Juliette resta seule sous la pluie, avec le mors de son père dans le poing et de la boue jusqu'aux genoux. Vous êtes la femme que ma grand-mère a fait venir, dit l'homme. Ce n'était pas une question. Je le suis, votre grâce. Juliette Elston. Elle fit une révérence, ce qui était absurde dans cette boue et le fit quand même. La duchesse douairière m'a engagé comme dame de compagnie. Vous êtes en retard. Le pont de Marrow est effondré. J'ai marché le reste du chemin. Il regarda ses jupes mouillées, son bonnet ruiné dans le gravier, le sang de sa jument séchant sur son poignet. Quoi qu'il vit ne l'adoucit pas, d'Orsay va vous montrer votre chambre, dit-il, et il se retourna et entra dans la maison. Juliette ramassa son bonnet.
Elle ne vit pas le majordome sortir. D'Orsay était un homme maigre, gris, droit de 60 ans, et il avait observé toute l'affaire depuis l'abri de la porte d'entrée, et il la regardait encore maintenant avec une expression qu'elle ne pouvait pas lire. Il descendit 2 marches vers son maître, qui s'était arrêté à l'intérieur de la porte ouverte. « Votre grâce, dit d'Orsay doucement. Dois-je demander à Madame Tolley de faire monter un souper froid pour la jeune dame ?» Le duc de Northwell regarda une fois de plus à travers la cour la petite silhouette trempée qui ramassait son chapeau. « Elle ne tiendra pas un mois ici, dit-il à son majordome, et il entra. D'Orsay ne dit rien, mais il pensa, debout dans l'embrasure bruyante de pluie, qu'en 40 ans de service il n'avait jamais vu la jument grise venir à la main d'une étrangère. Il rangea cette pensée, là où il gardait ses choses. Il descendit les marches humides pour porter lui-même la malle de la jeune dame. Juliette était venue à l'Harcourt pour disparaître. Elle n'avait dit à la duchesse douairière qu'une partie de la vérité dans les lettres soigneuses qui lui avaient valu la place. Elle avait dit qu'elle était la fille d'un gentleman, orpheline, sans fortune, obligée de faire son propre chemin. Tout cela était vrai. Elle n'avait pas dit le reste. Elle n'avait pas dit qu'il y avait en fait une fortune, qu'elle était à elle, qu'elle reposait dans le coffre-fort d'un cousin qu'elle aurait traversé un comté pour éviter. Son père était mort quand elle avait 19 ans, et il lui avait laissé 4000 livres et une sottise. L'argent était détenu en fidéicommis jusqu'à ce qu'elle se marie ou atteigne 25 ans, selon ce qui viendrait en premier. Et le fiduciaire qu'il avait nommé, dans l'intention d'être gentil, dans l'intention de lui donner un tuteur, était son neveu, Silas Probin. Monsieur Probin avait un fils. M. Probin avait un plan. Si Juliette épousait le fils, les 4000 livres resteraient dans les mains des Probin, où Monsieur Probin en avait déjà discrètement dépensé une bonne partie. Juliette avait refusé Clément Probin dans le salon en octobre et avait quitté la maison en novembre avec 15 shillings et un mort de bride. Elle avait répondu à une annonce sous une fausse adresse. Elle avait signé ses lettres J. Stone et prié que le nom ne dise rien à personne dans ce lointain comté vert. 25 ans étaient dans 3 ans. Elle n'avait qu'à rester cachée et célibataire jusqu'à ce moment-là. Et l'argent deviendrait le sien, et aucun homme sur terre ne pourrait y toucher. 3 ans. Elle pouvait être invisible pendant 3 ans. Elle avait déjà été invisible la plupart de sa vie. Elle n'avait pas compté sur l'Harcourt. La maison mourait, et il fallut moins d'une semaine à Juliette pour voir comment. C'était une belle maison. C'était là le dommage. Elle se dressait longue et basse et couleur de miel au-dessus d'une vallée qui lui appartenait. Une maison qui avait, comme disait la vieille expression, poussé hors de la terre plutôt que d'y avoir été posée. Il y avait 200 ans de bon sens dans ses os, et elle allait à la ruine comme un homme fort va à la ruine, lentement et de l'intérieur, sans que personne dise le mot à voix haute. L'argenterie ternissait dans les tiroirs. Le linge n'était pas retourné. La moitié des grandes pièces étaient fermées et recouvertes de housse, et les pièces fermées avaient une odeur d'humidité qui signifiait qu'un toit quelque part fuyait depuis un an, et personne n'était monté regarder. Dans la cuisine, le fourneau fumait parce que le conduit n'avait pas été ramoné. La cuisinière, Madame Tolley, pleurait sur un rôti de bœuf qui était arrivé vers du boucher et ne pouvait pas le renvoyer parce qu'elle disait en essuyant ses mains rouges sur son tablier que M. Grimshaw s'arrangeait avec le boucher et que Monsieur Grimshaw ne se laisserait pas dire son métier par une cuisinière. « Et qui ?» demanda Juliette, « et Monsieur Grimshaw ?»« L'intendant, mademoiselle. »« Le régisseur. Il est venu après la mort du vieux duquet de la vieille Madame Pédifet qui était gouvernante l'hiver suivant. Dieu ait son âme. Et il n'y a pas eu de gouvernante depuis. Seulement Monsieur Grimshaw qui dirige tout et qui a les clés de tout. Il n'y a pas de gouvernante. » Juliette regarda le fourneau fumant, le bœuf vert, les 2 servantes surmenées. Dans une maison de cette taille. Il y a Monsieur Grimshaw, dit Madame Tolley, comme si c'était la même chose, ou l'opposé d'une chose. Elle n'aurait pas su dire laquelle. Juliette était dame de compagnie, pas gouvernante. Tout son emploi consistait à s'asseoir avec une vieille femme 4 heures par jour. Mais elle avait été élevée pour diriger un foyer, un petit, sans importance, mais elle l'avait dirigé depuis l'âge de 14 ans après la mort de sa mère. Elle savait à quoi devait sentir une presse à linge. Elle savait que le bœuf ne devait pas arriver vert. Elle savait par-dessus tout qu'une maison où un seul homme détenait toutes les clés et ne répondait à personne était une maison qu'on volait. Elle ne dit rien de tout cela. Elle était là pour être invisible. Elle croisa les mains et apprit les noms des serviteurs et s'assit avec la duchesse douairière et tint sa langue. Tenir sa langue dura jusqu'à la 3e semaine.
La duchesse douairière de Northwell s'appelait Petronella et elle avait 81 ans et elle ne manquait rien. Elle était assise près du feu dans le petit salon sud qui était la seule pièce chaude de la maison avec un châle couleur poitrine de pigeon et une colonne vertébrale comme un tisonnier. Ses mains s'étaient nouées avec l'âge. Ses yeux n'étaient allés nulle part. Le premier après-midi, elle regarda Juliette de haut en bas pendant une bonne demi-minute puis dit « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. Je suis désolé de vous décevoir, votre grâce. Je n'ai pas dit que j'étais déçu. J'ai dit « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. » Il y a une grande différence, ma fille. Et si vous voulez vous en sortir dans ce monde, vous feriez mieux d'apprendre à l'entendre. Elle tapota le bras de son fauteuil. Asseyez-vous. Pas là. Là où je peux voir votre visage. Mon petit-fils me dit que vous avez apprivoisé la grise sous la pluie à votre première heure. La jument n'était qu'effrayée. Maman, la jument, dit la douairière, a mis 2 palefreniers au lit depuis Michaelma et devait être abattue mardi. Ne me dites pas qu'elle n'était qu'effrayée comme si vous aviez ramassé un gant tombé. Elle étudia Juliette de ses yeux sans nuage. Cette jument appartenait à ma petite-fille, à Cécilie, la sœur de mon petit-fils. Elle est morte. Juliette se figea. Je suis vraiment désolé, madame. Tout le monde est vraiment désolé. C'est la phrase la moins utile de la langue. La vieille femme regarda dans le feu. Pendant un moment, la vivacité la quitta, et quelque chose de plus ancien et de pire prit sa place. Elle avait 23 ans, une fièvre au printemps. Elle était maîtresse de cette maison. Mon petit-fils ne s'est jamais marié. Il n'y avait pas de duchesse. Alors Cécilie gardait les clés et gardait la paix et gardait toute la maison en vie. Et puis une semaine en avril, elle avait trop chaud au dîner. Et la semaine suivante, elle était dans la terre à l'église de l'Harcourt. Et mon petit-fils, elle s'arrêta. Mon petit-fils, dit-elle d'une voix tout à fait différente, n'est pas allé dans l'aile et depuis, ni prononcer son nom s'il peut l'éviter, ni regarder une seule chose qui doit être faite dans cette maison, parce que tout ce qui doit être fait était à elle. Me comprenez-vous? Je pense que oui, madame. Je pense que vous aussi. C'est pourquoi vous êtes la première dame de compagnie en un an que je n'ai pas renvoyée dans la semaine. Petronella croisa ses mains abîmées. Maintenant vous êtes ici depuis 19 jours. Dites-moi ce que vous avez vu et ne soyez pas diplomate. Je n'ai plus de temps pour la diplomatie. Alors Juliette lui dit. Elle n'en avait pas eu l'intention. Mais il y a un soulagement particulier à être posé une vraie question par quelqu'un qui veut la vraie réponse. Et elle avait tout retenu pendant 19 jours. Elle lui parla du bœuf vert et du conduit fumant et des pièces couvertes de housse et du toit qui fuyait quelque part sur les lais. Elle lui parla du linge qui pourrissait dans les presses. Elle lui parla prudemment de M. Grimshaw qui réglait chaque compte et détenait chaque clé et ne pouvait pas se laisser dire son métier. La douairière écouta sans bouger. Quand Juliette eut fini, la vieille femme resta silencieuse longtemps. Mon petit-fils, dit-elle enfin, n'est pas un imbécile. C'est un homme en deuil, ce qui est une chose différente. Bien que de l'extérieur il porte le même manteau. Il a laissé un seul homme tenir les rênes parce qu'il ne supporte pas de les toucher lui-même. C'est sa faiblesse. Elle pourrait s'avérer très coûteuse. Elle tourna la tête. Vous vous y connaissez un peu en compte. Un peu, madame. Ne soyez pas modeste. Je déteste la modestie par-dessus toutes les fausses vertus. Elle fixa le regard de Juliette. Je vais vous rendre utile, pas comme dame de compagnie. Les dames de compagnie sont des meubles. Je vais vous donner la direction de l'office et du linge et des comptes de la cuisine sur mon autorité, qui dans cette maison est bien plus ancienne que celle de M. Grimshaw, et nous verrons ce que vous trouverez. Votre grâce, le duc a dit, je l'ai entendu dire, que je ne tiendrai pas un mois. Quelque chose qui ressemblait presque à du plaisir traversa le visage de la vieille femme. Vraiment? Dit-elle doucement. Alors vous avez 9 jours pour lui prouver qu'il a tort. Je vous suggère de les utiliser. Juliette les utilisa. La maison ne croyait pas en elle, et la maison le disait à sa manière, en bas et hors de sa portée d'oreille. Il y avait un pari dans le hall des serviteurs à la fin de sa première semaine, et tout le monde le savait, et il était jugé juste. Un shilling disait que la nouvelle dame de compagnie serait partie pour Lady Day, renvoyée comme les 3 précédentes, usée par les pièces froides, le maître en deuil et l'intendant Rose qui les gouvernaient tous les deux. Les paris allaient lourdement contre elle. Même Prue qu'il aimait bien avait mis discrètement ses 6 pence sur le mois.
Juliette sut le pari dans les 3 jours parce qu'une femme qui a été invisible toute sa vie entend beaucoup de choses que les gens plus bruyants manquent. Elle ne le ressentit pas. Elle le trouva dans l'ensemble un pari très sensé. Elle l'avait fait elle-même en quelque sorte quand elle avait signé sa fausse adresse et était venue au Nord avec 15 shillings et un mort. Elle ne voulait pas le gagner par l'argument. Elle n'avait jamais rien gagné par l'argument de sa vie. Elle voulait le gagner de la seule manière en laquelle elle avait confiance. Cette manière était d'être tranquillement et sans chichi indispensable. Un matin la maison se réveillerait et découvrirait qu'elle ne pouvait plus se souvenir comment elle s'était débrouillée avant elle. Le pari serait oublié parce que la question qu'il posait aurait cessé d'avoir un sens. Alors elle ne grondait pas et elle ne commandait pas et elle ne rappela jamais à personne que la duchesse douairière lui avait donné autorité. Elle prit simplement en main les choses que personne d'autre ne voulait toucher l'une après l'autre et les fit bien et laissa le faire être son propre argument. Elle commença par l'office parce qu'un office est l'honnêteté d'une maison en miniature. Elle le récura. Elle sortit 3 ans de confitures gâtées et de fleurs souillées par les souris. Tout au fond se trouvait un ensemble d'étagères qui avait clairement appartenu à Cécilie elle-même. Des étiquettes nettes dans une écriture ronde de jeunes femmes, des cordiaux et de l'eau de rose, tous partis à la ruine maintenant, tous intacts depuis avril. Juliette nettoya chaque pot et garda les étiquettes. Il lui semblait mesquin de jeter l'écriture des morts. Elle passa au linge. Elle fit frapper toutes les presses par les servantes, puis laver, retourner et raccommoder le tout. Là où les draps avaient pourri, elle les coupa pour en faire des bandages et des chiffons à poussière, afin que rien ne soit gaspillé. Elle fit ramoner le conduit, ce qui coûta 8 pence, et arrêta la cuisine de fumer pour la première fois en un an. Elle renvoya le bœuf vert au boucher à Marot avec un mot de sa propre main, courtois et inflexible, et le bœuf suivant arriva rouge. Et elle commença tranquillement à tenir elle-même le livre de cuisine. C'était un petit livre, un livre de cuisinière, ce qui entrait par la porte, ce qui était payé pour, semaine par semaine. La douairière lui avait donné cette autorité et pas plus. Mais une maison est un seul corps, et si vous avez le doigt sur une veine, vous pouvez sentir tout le cœur. Juliette nota ce que le boucher était vraiment payé, et ce que le poissonnier était vraiment payé, et ce que le chandelier et le marchand de grains étaient vraiment payés dans les chiffres simples que les commerçants lui donnaient à la porte. Et elle remarqua dans les 15 jours que ces chiffres ne correspondaient pas à ceux de la maison. Le boucher était payé 9 shillings par semaine. Il le dit lui-même et lui montra son propre bâton de taille pour le prouver. Mais quand le règlement trimestriel de la cuisine était affiché sur le tableau des serviteurs, comme M. Grimshaw l'affichait pour la forme, la ligne du boucher disait 14, 5 shillings par semaine sur un commerçant. Juliette resta dans le passage froid et regarda la feuille d'affichage longtemps. Elle n'y toucha pas. Elle s'en alla et ne dit rien à personne. Elle était très bonne pour ne rien dire. Elle avait des années de pratique. Elle était bonne à cela parce qu'elle l'avait appris jeune. Une maison où une voix est forte enseigne aux autres voix à se taire. Son père n'avait pas été cruel. Il avait seulement été affligé après la mort de sa mère. Et le chagrin dans un grand homme remplit toutes les pièces, et une fille apprend à se déplacer dans une maison affligée sans rien renverser. Elle avait tenu les comptes de cette maison depuis l'âge de 14 ans. Elle les avait tenus bien, et en le faisant, elle avait appris une chose qu'elle n'oublia jamais ensuite. Un grand livre est la seule pièce honnête au monde. Là, la parole d'une femme vaut celle d'un homme. Une colonne s'additionne ou pas. Aucune quantité de cris ne rendra une fausse somme vraie. Elle avait aimé les contes pour cela. Il ne se souciait pas qu'elle soit petite ou ordinaire ou une fille. Il se souciait seulement qu'elle ait raison. Elle avait raison pour les 5 shillings du boucher. Elle savait qu'elle avait raison. C'était l'ennui d'avoir raison. Cela restait en vous comme une pierre avalée et ne s'oubliait pas, aussi sensément que vous vous disiez de l'oublier. Le duc de Northwell la remarqua comme on remarque un changement de temps sans le vouloir et tout d'un coup. Il n'allait pas à la cuisine ou à l'office. Il était duc. C'était un autre pays. Mais il ne pouvait pas s'empêcher de remarquer que le conduit ne fumait plus au petit déjeuner, que le café était chaud, que la grande table froide de la salle à manger à laquelle il mangeait seul en silence chaque soir, 17 pieds d'acajou, avec une seule place mise au bout, avait un soir été raccourci. Il descendit pour dîner, et les feuilles supplémentaires avaient disparu. La table était un modeste 6 pieds. Sa place unique y était mise, et elle ne ressemblait plus à un homme mangeant au bout d'un cercueil. « Qui a fait cela » dit-il à Dorsey. « Mademoiselle Elston a pensé que votre grâce dînerait plus confortablement, monsieur. »
Elle a dit, un homme ne devrait pas avoir à crier la longueur d'une grange pour demander le sel. Une pause. Dois-je la faire remettre? Le duc regarda la petite table chaude. Non, dit-il. Il la rencontra 3 jours plus tard dans la longue galerie par accident, qui était la seule façon dont il rencontrait quelqu'un cette année-là. Elle avait un panier de linge raccommodé sur la hanche et une tache de cire d'abeille au poignet, et elle s'écarta pour lui contre le mur, les yeux baissés comme une servante doit le faire. Il passa devant elle, puis s'arrêta. « Vous êtes la femme avec la jument, dit-il. »« Oui, votre grâce. Ma grand-mère vous a mise au linge, entre autres choses, monsieur. » Il la regarda, puis vraiment regarda, pour la première fois depuis la cour, maintenant qu'elle était sèche, et qu'il faisait jour. Elle était petite et calme et brune. Pas une beauté, le genre de femme qu'une salle de bal regarderait droit à travers, sauf que quand elle levait les yeux pour lui répondre, ils étaient directs et gris clair, et entièrement sans peur, et ils n'avaient pas été regardés comme cela par quiconque en un an. Ses serviteurs regardaient le sol. Sa grand-mère le regardait à travers. Cette femme le regardait comme s'il était simplement un homme qui lui avait posé une question, et elle avait la réponse, et elle décidait combien il pouvait en supporter. Cela le déstabilisa. Il n'était pas habitué à être vu. « La jument va bien, dit-il abruptement. L'épaule est guérie. Je suis contente, monsieur. Vous aviez raison. Elle valait plus qu'une frayeur. Il sembla vouloir dire autre chose, et n'avoir aucune idée comment. C'est tout, dit-il, et continua dans la galerie, et ne sut pas pourquoi sa propre maison se sentait, pour un moment, moins comme un tombeau. Juliette resta avec le panier sur la hanche, et le regarda partir. Elle pensa, il y a un bon homme là-dedans qui se noie. Et puis elle pensa au boucher 5 shillings, au toit sur les laits, aux 4000 livres dans le coffre-fort de Silas Probin. Elle se dit fermement que rien de tout cela n'était son affaire. Elle était là pour être invisible pendant 3 ans. Elle n'était pas là pour sauver un duc. Elle y crut presque. Nous prendrons une très courte pause. Si vous ne voulez pas manquer de nouvelles histoires, veuillez vous abonner à la chaîne. Le mois passa. Juliette ne partit pas. Personne ne le remarqua en mots, mais la maison le remarqua en 100 petites façons. Les servantes, Prue et les 2 plus jeunes filles lui apportaient maintenant leurs ennuis au lieu de pleurer dans le seau à charbon. Madame Tolly cuisinait comme une femme libérée de prison. Amos, le chef palefrenier, était un taciturne yorkshirement de 50 ans. Il touchait son chapeau à Juliette, comme il l'aurait fait à une maîtresse. Elle avait sauvé la grise. Elle sortait les matins de gel et savait distinguer une attelle d'une gale de vent. Même Dorsey, qui ne faisait confiance à personne de moins de 60 ans par principe, avait commencé à lui apporter les questions du ménage qu'il portait autrefois inutilement à la porte fermée d'un maître en deuil. Elle avait, sans titre, et sans le vouloir, commencé à diriger la maison. Et plus elle voyait de la maison, plus les comptes paraissaient mauvais. Ce n'était pas seulement le boucher, c'était tout. L'autorité de la douairière laissa Juliette entrer dans les réserves pour inventorier le linge. Un après-midi gris, elle la porta plus loin qu'elle n'en avait l'intention. La grande presse des réserves ménagères était gardée au bout du passage nord. La réserve et le bureau du domaine partageaient un mur là et une porte. Le bureau était le royaume de Grimshaw, mais Grimshaw était parti à Marrow ce jour-là pour les sessions trimestrielles. La porte entre les deux était déverrouillée. Juliette se dit qu'elle ne faisait que compter des draps. Elle se tint dans l'embrasure du bureau du domaine et regarda les grands livres sur l'étagère. Il y en avait 2 pour l'année en cours. C'était la première chose. 2 livres de terrain, 2 rôles de loyer reliés pareillement dans le même veau brun, debout côte à côte. L'un était usé au coin par la manipulation. L'un était propre. Elle n'aurait pas dû y toucher. Elle savait qu'elle n'aurait pas dû. Elle ouvrit d'abord le propre. C'était la copie nette, celle qui était montrée quand quelque chose était montré. Loyer reçu, somme nette, le domaine un peu pauvre mais honnête, locataires tous payés, réparation comptabilisée. Un toit sur les laits, remarqua T.L., avait été réparé l'automne dernier pour 40 livres. Elle s'était tenue sous ce toit 3 jours plus tôt et avait regardé la pluie passer à travers en 4 endroits. Elle ouvrit l'usée. L'usée était la vérité, et la vérité était laide. Ici étaient les loyers, tels qu'ils étaient vraiment perçus, plus élevés dans de nombreux cas que la copie nette ne l'admettait. De vieilles veuves et de petits fermiers avaient été pressés d'un shilling ici, d'un shilling là, et les shillings n'apparaissaient pas du tout dans le livre net. Ici étaient des réparations facturées qui n'avaient jamais été faites.
Ici étaient des factures de commerçants marquées payées à un chiffre dans le livre net et réglées à un chiffre inférieur dans le vrai. La différence coulait hors de la page et hors de la maison, tout le calme fleuve dans aucun nom. Juliette resta dans la lumière déclinante et comprit qu'elle regardait 3 ans de vol, pas un serviteur empochant des cuillères. C'était un homme volant une maison depuis les racines patiemment à l'encre bonne pendant que son maître pleurait à l'étage et ne supportait pas de regarder. Grimshaw avait attendu exactement la bonne maison. Une maison sans maîtresse, sans gouvernante, un maître qui signerait n'importe quoi plutôt que d'ouvrir les livres de sa sœur. Il s'y était installé comme la pourriture dans une poutre. Elle entendit la porte extérieure. Elle n'eut pas le temps de penser. Elle remit le livre usé exactement comme il avait été, coin contre coin, et elle était dans la réserve en train de compter des draps à voix haute avec une ardoise à la main quand M. Grimshaw entra de Marrow avec la pluie sur les épaules. C'était un homme doux rose au visage agréable de 40 ans. Il souriait beaucoup. Il sourit maintenant. Mademoiselle Elston, dans mon bureau, dans votre réserve, Monsieur Grimshaw. Elle ne leva pas les yeux de l'ardoise. La duchesse douairière m'a demandé d'inventorier le linge, 2 douzaines de paires de draps de Hollande, et seulement 11 entiers. Je fais un pauvre compte. Vous tenez beaucoup de comptes ces jours-ci pour une dame de compagnie. Sa grâce me tient occupé. Sa grâce, dit Grimshaw, toujours souriant, a 81 ans. Elle ne sera pas toujours là pour vous tenir occupé. Il fit un pas plus près, à pas feutré pour un homme lourd. Un mot de conseil, mademoiselle Elston, d'un serviteur à un autre. C'est une grande maison avec beaucoup d'obscurité dedans. Une jeune femme sans amis et sans famille, car vous n'en avez pas, n'est-ce pas? Fait bien d'être calme, de s'en tenir au linge, de ne poser aucune question dont les réponses ne peuvent pas l'aider. Le sourire ne bougea pas. Les dames de compagnie vont et viennent ici. Elles ne durent pas. Je détesterais vous voir partir avant votre temps. Juliette posa l'ardoise et le regarda, direct et gris et sans peur, et elle vit sous le sourire pendant une demi-seconde. Il avait peur d'elle. C'était la chose. Il était entré en souriant pour l'effrayer, et c'était sa propre peur qui l'avait amené, parce qu'une femme intelligente avec une ardoise s'était tenue trop près de sa porte ouverte. « Je tiens d'excellents comptes, Monsieur Grimshaw, dit-elle plaisamment. C'est la seule chose que je fais que personne n'a jamais souhaité que j'arrête. Bonsoir. » Elle sortit en passant devant lui avec son ardoise. Ses mains ne tremblèrent pas jusqu'à ce qu'elle soit dans les escaliers. Elle n'alla pas chez le duc. Elle y pensa pendant 3 jours et 3 nuits. Elle n'y alla pas. Ses raisons étaient bonnes. L'une d'elles était la lâcheté. Aller chez le duc était d'être vu. Être vu était d'être interrogé sur son histoire, ses gens, son nom. Et derrière son nom se tenaient Silas Probin et 4000 livres et un mariage dont elle avait fui à travers un comté. Une dame de compagnie qui se faisait un ennemi de l'intendant serait renvoyée avec un mauvais caractère. Une dame de compagnie renvoyée avec un mauvais caractère serait tracée. Et une fois tracée, une fois nommée, elle était mademoiselle Juliette Elston, la fugitive à nouveau, chassée chez elle pour être mariée à Clément Probin pour son argent. Mieux valait tenir sa langue. Mieux valait garder la tête basse pendant 3 ans et laisser la maison d'un riche duc se voler elle-même. Ce n'était pas sa maison. Ce n'était pas son combat. Elle se dit tout cela. Et puis le 4e matin elle sortit vers les cottages des locataires à Marrow End. La douairière voulait qu'un panier de gelée soit porté à une vieille femme là-bas. La vieille femme était la veuve Septon, 70 ans. Le toit de son cottage était une passoire. Son loyer avait augmenté à Lady Day, bien que rien sur la terre de Dieu n'ait été fait pour le mériter. Monsieur Grimshaw dit que le maître en a besoin, dit la vieille femme sans plainte, en croisant ses mains gonflées. Et le maître est un bon homme qui a perdu sa sœur. Pauvre âme. Alors je ne le regrette pas. Je me demande seulement pourquoi le toit n'est pas réparé qu'il nous a facturé la réparation il y a 2 ans. Mais je n'aime pas embêter sa grâce avec ça. Pas avec son deuil. Juliette resta dans l'embrasure du cottage qui fuyait avec la gelée à la main et regarda la vieille femme qui n'embêtait personne, et elle eut honte parce que c'était exactement cela. C'était toute la machine. Grimshaw n'avait pas eu besoin d'être intelligent, seulement patient. Il avait construit son vol sur la décence des autres, sur un homme en deuil qui ne regarderait pas, sur de vieilles femmes trop loyales pour se plaindre, sur une dame de compagnie trop effrayée pour sa propre peau pour parler. Tout le monde dedans était bon. Et une maison pleine de gens bons, effrayés, en deuil était tranquillement vidée et continuerait à l'être jusqu'à ce que quelqu'un soit prêt à être vu.
Juliette rentra à la maison et lava le panier de gelée et prit sa décision. Elle ne pouvait pas aller chez le duc comme dame de compagnie portant une rumeur. Il ne la croirait pas, ou Grimshaw la traiterait d'hystérique et la ferait renvoyer avant la fin de la semaine. Elle avait besoin de la chose elle-même. Elle avait besoin du vrai livre et du livre net à côté, et d'un témoin qui ne pouvait pas être écarté. Elle avait besoin d'être, pour une fois, dans sa vie prudente et invisible, entièrement et dangereusement visible. Elle commença à construire son dossier comme elle tenait ses comptes, tranquillement de sa propre main, un shilling de preuve à la fois. Le printemps tourna vers l'été, pendant qu'elle le construisait. Elle obtint les tailles propres des commerçants, le bâton du boucher, le livre du chandelier, les reçus du marchand de grains sous le prétexte honnête de régler elle-même les comptes de la cuisine, et elle copia chaque chiffre net. Elle fit faire leur marque à la veuve Septon et à 2 autres locataires sur une déclaration simple de ce qu'ils payaient vraiment de loyer. Elle ne pouvait pas rentrer à nouveau dans le bureau. Grimshaw le gardait verrouillé maintenant et la surveillait, mais elle n'avait pas besoin du bureau. Elle avait construit les vrais comptes de l'extérieur vers l'intérieur, des portes et des bâtons de taille et des marques de gens honnêtes, et là où ces chiffres rencontraient les chiffres affichés, il racontait toute l'histoire en plein jour. Elle le construisit la nuit, surtout quand la maison dormait et que les passages étaient sombres. Elle gardait les copinettes dans un double fond qu'elle avait fait dans sa propre petite boîte à ouvrage, sous les dés à coudre et la laine à repriser, où aucune servante ne penserait à regarder, et aucun intendant n'oserait. Chaque nuit elle ajoutait ce que la journée avait apporté. Un chiffre du marchand de grains, une marque d'un locataire, un reçu mendiant d'un commerçant de Marot sous le prétexte honnête des comptes de la cuisine. C'était un travail lent, et un travail effrayant, et elle le faisait à une seule bougie avec sa porte verrouillée, parce qu'elle avait compris dès le début qu'un dossier à moitié construit était pire que pas de dossier du tout. Une rumeur Grimshaw pouvait la balayer en riant. Un grand livre il ne pouvait pas. 2 fois il faillit la surprendre. Une fois il tomba sur elle dans le passage nord au crépuscule, une bougie à la main. Il lui demanda gentiment quelle affaire une dame de compagnie avait si près de son bureau après la tombée de la nuit. Elle fermait les presses à linge pour la nuit. Elle dit que c'était vrai. Il ne put le contester. Il la regarda longtemps. Il n'aimait pas qu'elle soit là. Elle vit qu'il n'aimait pas cela, et elle comprit pourquoi. Il avait construit tout son calme vol sur le fait qu'il n'y avait personne dans la maison qui regardait ou écoutait ou écrivait des choses. Une dame de compagnie à qui les locataires avaient commencé à apporter leurs ennuis était exactement une telle personne, et les ennuis apportés à la bonne personne s'additionnent. Alors elle faisait son travail honnête là où il pouvait le voir et elle gardait le grand livre là où il ne pouvait pas et elle attendait. Elle avait appris la patience comme d'autres femmes apprennent la broderie. Elle était très bonne à cela. Elle pouvait attendre un homme comme elle avait attendu la jument en ne lui donnant rien à combattre jusqu'à ce que la seule chose restante à faire soit venir à sa main. Et pendant qu'elle le construisait, sans le vouloir, elle et le duc apprirent à se connaître. Cela commença par la bibliothèque. Elle avait été envoyée trouver un livre de la douairière. La bibliothèque de l'Harcourt était une longue pièce nord pleine de 200 ans de lecture. C'était la seule pièce de la maison que le duc utilisait encore. Elle le trouva là le soir de plus en plus, ne lisant pas, seulement assis avec un livre fermé sur le genou et le feu bas. La première fois qu'elle tomba sur lui, elle fit mine de se retirer. Il dit, « Restez, trouvez son livre. » Vous ne me dérangez pas, alors elle trouva le livre et resta un moment près des étagères et ils parlèrent de rien, du temps, de la jument. Et après cela, sans arrangement elle venait la plupart des soirs, et il était là la plupart des soirs, et la bibliothèque devint un pays qu'ils partageaient tous les deux. Il était, elle le découvrit, exactement ce que sa grand-mère avait dit, pas froid, se noyant. Sous le visage fermé il y avait un homme d'humour sec et prudent, et une grande tendresse enterrée, toute partie en deuil maintenant, comme un jardin parti en ortie, parce que personne n'a le cœur d'y marcher. Il parla de sa sœur une fois, seulement une fois. Il était tard et le feu était réduit à des braises et il dit sans regarder Juliette. Elle s'asseyait dans ce fauteuil. « Où vous êtes ?» Elle lisait à voix haute les parties sottes du journal jusqu'à ce que je ris. Je ne riais pas souvent. Elle comptait cela comme un triomphe personnel chaque fois. Il tourna le livre fermé dans ses mains. J'étais à Londres quand elle prit la fièvre. Mon homme d'affaires avait des affaires qui ne pouvaient pas attendre. Je suis resté une semaine de plus. Elle était morte avant que j'atteigne la route du Nord. Il le dit platement. De la façon dont un homme dit une chose qu'il s'est dite à lui-même 10 000 fois. Des affaires qui ne pouvaient pas attendre. Je n'ai jamais pu me souvenir d'une seule. Juliette ne dit pas « Je suis vraiment désolée ».
Elle avait appris de sa grand-mère que c'était la phrase la moins utile de la langue. Elle gardait toute la maison en vie. Elle dit à la place, votre grand-mère me l'a dit. C'est beaucoup pour une jeune femme de porteur. Elle devait l'aimer beaucoup pour le porter si bien. Le duc la regarda à travers les braises. Vous le portez maintenant, dit-il. Ne pensez pas que je ne l'ai pas vu. Le conduit, la table, les paniers des locataires. L'autorité de ma grand-mère ne va pas si loin, mademoiselle Elston. Le reste, c'est vous. Une pause. Pourquoi? C'était la question à laquelle elle ne pouvait pas répondre honnêtement sans répondre à tout. Alors elle lui donna une chose vraie qui n'était pas la chose entière. Parce qu'une maison ne devrait pas mourir de négligence pendant que de bonnes gens se tiennent dedans en se tordant les mains, dit-elle. Je ne supporte pas le gaspillage, votre grâce. C'est mon péché mignon. Je rangerai un champ de bataille. Quelque chose bougea au coin de sa bouche. Pas tout à fait un sourire, presque. Je commence à vous croire, dit-il. C'était la douairière qui rendit la chose officielle de la façon dont les vieilles femmes rendent les choses officielles, c'est-à-dire sans demander la permission de personne. Un après-midi de mai, elle envoya Prue chercher une petite boîte sculptée du cabinet dans le petit salon sud. Quand Juliette entra pour ses 4 heures de lecture, la boîte était ouverte sur la petite table. À l'intérieur, sur un lit de velours bleu fané, reposait un grand anneau de clés. Il y en avait une douzaine, ou plus, fer et laiton, usées brillantes jusqu'au paneton, avec 2 siècles de tours. C'étaient les clés de l'Harcourt, la salle de l'argenterie, les presses à linge, les caves, les réserves, l'office, le placard à porcelaine, le coffre aux documents. Juliette sut ce qu'elles étaient à l'instant où elle les vit. Parce qu'une femme élevée pour diriger une maison connaît les clés d'une gouvernante comme un soldat connaît une épée. C'était celle de Cécilie, dit la douairière. Et celle de sa mère avant elle et les siennes avant cela. Elles ont pendu au même crochet près de la porte de l'office depuis avant la naissance du grand-père de mon petit-fils. Ses mains nouées ne touchèrent pas l'anneau. Quand Cécilie est morte, Grimshaw les a prises de ce crochet et les a enfermées dans son bureau. Il a dit à mon petit-fils que c'était pour la sécurité, et mon petit-fils était trop loin dans son deuil pour voir la vérité. Un homme qui détient toutes les clés d'une maison détient la maison. Je les ai reprises. Ne demandez pas comment. J'ai 81 ans et j'ai mes méthodes. Elle leva les yeux et les vieux yeux étaient très brillants. Elles sont à vous maintenant, pas au crochet de l'office. À vous sur votre personne sur un châtelaine à votre taille où toute la maison peut les voir et savoir qui les tourne. Juliette resta très immobile. Votre grâce, je suis une dame de compagnie. Le comté, dit Petronella, peut aller se faire pendre. Je n'ai pas survécu à 4 monarques et 2 mauvais mariages pour me faire dire ce que le comté dira par une fille qui a apprivoisé une jument non dressée sous la pluie. Elle ferma la boîte avec un petit clic sec. Vous dirigez cette maison depuis avril avec pas plus d'autorité que ma parole et vos 2 mains. Il est temps que la maison porte sa vérité à l'extérieur. Prenez les clés, Juliette. Et quand le jour viendra où quelqu'un essaiera de vous les prendre, car quelqu'un le fera, tenez bon. Juliette prit les clés. Elles étaient plus lourdes qu'elle ne s'y attendait. Elle les porta à sa taille à partir de cet après-midi-là. Leur petite musique de fer allait devant elle dans chaque passage de l'Harcourt. Les servantes l'entendaient venir. Les commerçants à la porte l'entendaient venir, et le son devint semaine après semaine le son de la maison elle-même, se souvenant comment être une maison. Elle les portait le soir où elle s'assit ensuite avec le duc dans la bibliothèque. Il les regarda longtemps, pendantes brillantes contre sa robe de stuff grise. Quelque chose traversa son visage qu'elle ne put lire. Du deuil peut-être, ou le souvenir d'une autre femme qui les avait portées, ou le premier faible frémissement d'une chose qu'il n'avait pas encore de nom. Ma grand-mère vous a donné celle-là, dit-il. Ce n'était pas une question. Elle l'a fait, votre grâce. Je lui ai dit que le comté parlerait. Qu'il parle, il soupesa le livre fermé dans ses mains. Cécilie disait, une maison ne pouvait pas être dirigée par la signature d'un homme. Il lui fallait les clés d'une femme et l'œil d'une femme, disait-elle, car elle allait à la ruine de l'intérieur, pendant que le maître signait son nom à la ruine de celle-ci. Il fut silencieux un moment. Je ne la comprenais pas. Je la comprends maintenant. J'ai signé mon nom à beaucoup de choses cette année que je ne me suis pas donné la peine de lire. Le cœur de Juliette s'immobilisa. C'était le plus près qu'il était venu de la chose qu'elle avait construite dans son tiroir verrouillé chiffre par chiffre tout ce printemps. Alors peut-être, dit-elle prudemment, votre grâce devrait commencer à lire à nouveau.
Il la regarda à travers le feu bas, et pendant un moment elle pensa qu'il lui demanderait franchement ce qu'elle savait, mais il n'était pas prêt, et elle non plus en vérité. Le moment passa, le feu se calma, et ils restèrent dans le pays partagé de la bibliothèque, chacun tenant une pièce de la même vérité, aucun encore prêt à la poser sur la table entre eux. Lucretia arriva en juin. Madame Lucretia Sedley était la cousine germaine du duc, la seule fille de la seule sœur de son père, et elle était née à plus qu'elle n'avait maintenant. Son propre père avait joué la part familiale dans la mère. Son mari, un monsieur Sedley, était mort, lui laissant une rente qui diminuait chaque trimestre. Elle avait 35 ans, belle d'une manière dure et brillante. Depuis la mort de Cécilie, elle venait à l'Harcourt de plus en plus souvent et restait de plus en plus longtemps. Elle avait un plan qui était le jumeau de celui de Silas Probyn. Les deux ne s'étaient jamais rencontrés. Lucretia voulait être la prochaine maîtresse de l'Harcourt. Si elle ne pouvait pas en être la duchesse, et elle était sa cousine, et il ne l'avait jamais regardée ainsi, alors elle en serait le pouvoir derrière la porte fermée. Un duc célibataire en deuil, une rente diminuant, une grande maison sans maîtresse. C'était, pour une femme intelligente et désespérée, une opportunité déguisée en devoir familial. Elle avait choisi Grimshaw 3 ans plus tôt, ou Grimshaw l'avait choisi. Cela revenait au même. Elle lui facilitait le chemin vers le maître. Il faisait régler discrètement ses petites dettes dans le comté par le calme fleuve du domaine. Chacun soutenait l'autre. Aucun n'aurait pu le faire seul, et tous deux comprenaient le danger. Le moment où Lucretia arriva ce juin, elle vit la table du dîner raccourcie. Elle vit le conduit ramoné. Elle vit la petite dame de compagnie brune qui se déplaçait dans la maison comme sa maîtresse. Quelque chose avait poussé dans le jardin pendant qu'ils avaient le dos tourné. Lucretia était plus intelligente que Grimshaw. Elle ne souriait pas et ne menaçait pas. Elle observait, et en une semaine elle avait compris quelque chose que Grimshaw n'avait pas pris la peine de voir. Que la dame de compagnie n'était pas seulement compétente, mais cachait quelque chose. Elston, dit-elle un après-midi doucement pendant le thé de la douairière, en tournant le nom sur sa langue comme une friandise. Elston? D'où? On se demande. Il y a des Elston dans le Shropshire, je pense. Êtes-vous une Elston du Shropshire? Nulle part d'aussi grand, madame. Mon père était un simple gentleman du Nord. Vraiment? Et il ne vous a rien laissé, pauvre créature, si bien que vous devez porter le linge des autres. Le sourire n'atteignait pas les yeux. Comme c'est usant d'être né un peu au-dessus de sa fortune. On n'est ni une chose ni l'autre, ni servi ni servant. Cela doit être assez épuisant, toujours d'être guetté pour le faux pas. Elle sirota son thé. Je guette, mademoiselle Elston. C'est mon seul accomplissement. Mon cousin me pense une femme oisive. Mais je guette. Juliette rencontra les yeux brillants et durs et comprit qu'ici était le vrai ennemi. Pas l'intendant Rose. Celle-ci. Alors vous tenez de meilleurs comptes que moi, madame, dit-elle, car j'avoue que je n'ai jamais appris le tour de guetter les gens. Je n'ai jamais appris qu'à guetter le linge. La douairière, des profondeurs de son fauteuil, fit un petit son qui chez une femme moins digne aurait été un grognement. Cela alla vite après cela, de la façon dont une chose lente va vite à la fin. Lucretia écrivit des lettres. Parmi les ruines de ses relations, elle avait un cousin marié à un attorney dans le Nord. Elle chargea ce cousin de demander de la manière douce des attorneys de campagne, quelqu'un n'avait-il entendu parler d'une mademoiselle Juliette Eld, une orpheline de gentleman d'environ 22 ans, qui avait quitté les siens l'automne précédent. Cela prit 6 semaines, mais la réponse arriva, comme de telles réponses le font, au milieu de tout le reste. Elle arriva le matin même où le ménage fut jeté dans un tumulte d'un autre genre. Car ce matin-là, une chaise de poste remonta l'allée de l'Harcourt. En sortit, rougeaud et plein de droiture, monsieur Silas Probyn. Grimshaw ne l'avait pas convoqué. Lucretia ne l'avait pas convoqué. Il l'avait tracé lui-même enfin, de la manière lente et patiente. Une lettre d'un serviteur chez lui à Marrow, un mot dans une auberge de diligence. Il était venu chercher sa pupille fugitive et ses 4000 livres pour les ramener au fils qui y avait droit. Juliette était dans la cour avec un panier de roses coupées quand la chaise s'arrêta. Elle vit la porte s'ouvrir. Elle vit la grosse main familière sur le cadre, le manteau prune, le visage qui avait plané sur elle dans le salon d'octobre. Le panier tomba. Les roses allèrent partout sur le gravier. Vous voilà, dit Silas Probyn avec une satisfaction énorme. Vous voilà, fille ingrate et indigne.
Savez-vous ce que vous m'avez coûté en chevaux de poste? Prenez votre mal. Vous rentrez à la maison pour vous marier comme votre cher père le souhaitait et c'en est fini. Et ce fut le moment de tous les moments où le duc de Northwell descendit ses propres marches d'entrée. Il avait entendu la chaise. Il sortit parce qu'une voiture étrangère dans sa cour était encore vaguement son affaire. Il descendit les marches au milieu de cela. Sa cousine Lucretia arrivait du jardin avec une lettre à la main et du triomphe sur le visage. Son agent Grimshaw apparut à pas feutrés dans l'embrasure. Un étranger gros en prune hurlait sur la dame de compagnie de sa grand-mère, et la dame de compagnie elle-même se tenait blanche et immobile au milieu d'une ruine de roses éparpillées. « Qu'est-ce que » dit le duc de la voix qui avait autrefois ordonné d'abattre une jument. « Est le sens de ceci » Tout sortit d'un coup, et cela sortit mal, comme de telles choses le font. Silas Probin fut ravi de trouver un duc à qui faire appel. Il lui exposa tout dans ses propres couleurs. Cette jeune femme était sa pupille, la fille de son défunt oncle, une héritière de 4000 livres détenues en sa propre gardonnette. Elle était promise à son fils. Elle avait fui son devoir comme une voleuse dans la nuit. Elle s'était cachée en service sous un faux caractère. Sa grâce, tout à fait à son insu, avait abrité une fille trompeuse, cachant sa fortune, contre nature, qui avait menti pour entrer sous son toit. Et Lucretia, s'avançant avec sa lettre, confirma chaque mot de sa voix douce et dure. « C'est tout à fait vrai, cousin. J'ai fait des enquêtes pour la protection du ménage. Vous comprenez? Elle est exactement ce que ce gentleman dit. Une fille de gentleman avec 4000 livres à elle, jouant à la pauvre dame de compagnie. On se demande pourquoi. Une femme qui cache 4000 livres pour frotter du linge, que cache-t-elle d'autre, par exemple les comptes qu'elle a été si occupée à copier? La lettre tremblait délicatement dans sa main. Je ne pense qu'à votre sécurité, cousin, et à celle de votre grand-mère. Chaque visage dans la cour se tourna vers Juliette. Elle regarda le duc. Il la regardait comme il l'avait regardé ce premier soir humide, comme une facture à laquelle il ne s'attendait pas, fermée, se retirant. Elle le vit arriver. Elle le vit décider qu'elle lui avait menti. La seule personne en un an qui l'avait regardé sans peur, une femme avec une fortune cachée, un nom caché, une raison cachée pour copier ses comptes, exactement comme sa cousine le disait. Elle vit la porte de la bibliothèque se fermer derrière ses yeux, et elle se trouva debout parmi les roses tombées qu'elle n'avait plus peur. C'est une chose étrange d'avoir redouté un moment pendant 3 ans et d'y arriver et de trouver la peur entièrement partie. Elle avait passé toute sa vie à être invisible pour être en sécurité. Et voilà la sécurité qui finissait dans une cour devant tout le monde et le ciel n'était pas tombé. Il ne restait que la vérité et la vérité au moins était simple. Chaque mot que ce gentleman a dit est vrai, dit-elle. Sa voix porta claire et égale à travers le gravier. Je suis Juliette Elston. Mon père m'a laissé 4000 livres en fidéicommis et a nommé ce gentleman, son neveu, mon fiduciaire. J'ai fui sa maison l'automne dernier parce qu'il voulait que j'épouse son fils, afin que mon argent reste le sien. Il en a dépensé une grande partie. Le compte qu'il tient comme mon fiduciaire le montrera à tout homme honnête qui demandera à le voir. Je suis venu ici sous mon propre nom, qui est Elston, et j'ai dit à la duchesse douairière que j'étais une orpheline sans perspective, ce qui est vrai, car de l'argent que vous ne pouvez pas toucher jusqu'à 25 ans n'est aucune perspective du tout. J'ai caché la fortune. Je ne l'ai pas cachée pour tromper cette maison. Je l'ai cachée pour survivre. Elle se tourna de Probin vers le duc. Elle n'était consciente de rien d'autre que du duc. J'ai copié vos comptes, votre grâce. Votre cousine a tout à fait raison. Je les ai copiés pendant 3 mois. Je les ai dans ma chambre, nets et complets. Les vrais loyers contre les loyers affichés, les tailles propres des commerçants contre les chiffres réglés, les marques des locataires contre les sommes dont ils ont été pressés. J'ai le toit sur votre propre aile et que vous avez payé 40 livres pour réparer l'automne dernier, et qui a laissé la pluie sur ma tête il n'y a pas une semaine. J'ai le toit du cottage de la veuve Septon facturé à elle il y a 2 ans et jamais réparé du tout. Je ne les ai pas apportés à vous parce que j'étais une lâche et parce que j'avais une fortune à moi à cacher et je me suis dit que votre maison n'était pas mon affaire. Sa voix ne trembla pas. J'avais tort sur tous les points sauf le dernier. Ce n'est pas mon affaire. Je l'ai faite mon affaire. Et vous êtes volé, monsieur, racine et branche, par un homme debout dans votre propre embrasure, et je peux le prouver en un après-midi. Pendant un battement de cœur, personne ne bougea. Puis Grimshaw rit, doux et rose et agréable. C'était la mauvaise chose.
Il le sut à l'instant où cela sortit de sa bouche. Un homme ne rit pas d'un conte vrai. Le visage de Lucretia était devenu très immobile. Et le duc de Northwell ne regardait plus Juliette comme une facture à laquelle il ne s'attendait pas. Il la regardait comme un homme qui se noie regarde une corde. « Montrez-moi, dit-il. » Ils le firent dans la bibliothèque. Cela prit le reste de cette journée et la moitié de la nuit. Juliette alla chercher ses copinettes, 3 modèles, tout le calme dossier patient, construit un shilling à la fois à partir des portes et des bâtons de taille et des marques de vieilles femmes. D'Orsay fut envoyé chercher les commerçants. Ils vinrent ce soir-là dans leur manteau du dimanche, mal à l'aise dans la grande maison. Un par un ils posèrent leurs propres livres à côté de ceux de Juliette et jurèrent sur les chiffres. Le boucher, le chandelier, le marchand de grains, l'homme de Marot qui n'avait jamais réparé aucun toit sur aucune aile parce que personne ne l'avait jamais payé pour cela. Amos amena les locataires, la veuve Septon à son bras. Ils firent à nouveau leur marque à la lumière des bougies devant les propres yeux du duc. Quand les locataires et les commerçants furent partis, le duc envoya d'Orsay au bureau du domaine pour les 2 livres bruns. Grimshaw avait passé la soirée à rapetisser et à rosir dans son fauteuil. Il fit une dernière tentative douce. Le livre net était le seul livre, dit-il. La jeune dame se trompait. Une dame de compagnie ne pouvait pas être attendue à comprendre les comptes d'un domaine. Le duc ouvrit le livre usé sur la table de la bibliothèque à côté des copinettes de Juliette. Il tourna les pages en silence. Il comprit le tout en environ 4 minutes, étant, comme sa grand-mère l'avait dit, pas un imbécile, mais un homme en deuil, ce qui est une chose différente. Il fut très calme quand il eut fini. Il ferma le livre usé. Il posa sa main à plat sur la couverture sur les comptes de sa sœur, sur les 3 ans qu'il avait refusé de regarder, et quand il parla, ce ne fut pas à Grimshaw du tout. Elle les gardait, dit-il, à personne, à Cécilie, allait les fermer. Elle les gardait nettes. Je ne les ai jamais ouverts après. Je ne pouvais pas les ouvrir. Il leva les yeux et son visage était terrible et éveillé. J'ai laissé cela arriver. J'ai signé ce que vous mettiez devant moi parce que signer était plus facile que de lire son écriture. Sa voix ne monta pas. Elle alla de l'autre côté jusqu'à l'os. Sortez de ma maison ce soir, Grimshaw. Vous serez chez les magistrats de Maror demain à midi, et chaque chiffre que cette dame a pris ira avec vous. S'il vous reste un shilling de l'argent de mes locataires, vous le restituerez. Sinon, vous en répondrez comme la loi répond à de tels hommes. D'Orsay. Faites-le sortir de la propriété. Surveillez-le pendant qu'il fait ses bagages. Grimshaw partit. Il n'y avait à la fin rien d'autre pour lui à faire. À la porte de la bibliothèque il se retourna une fois, toute la douceur sortit de lui et regarda Juliette avec une haine qui n'avait plus de sourire du tout. Vous ne pouviez pas simplement vous en tenir au linge, dit-il. Non, Juliette acquiesça. Je n'ai jamais pu. Bonne nuit, monsieur Grimshaw. Quand il fut parti, la bibliothèque fut très calme. Le duc resta longtemps debout, avec sa main encore sur le livre usé, comme s'il ne pouvait pas tout à fait la lever. Juliette rassembla ses copinettes de la table, page par page, le travail de 3 mois prudent, et elle ne savait pas quoi lui dire. Et pour une fois dans sa vie elle n'essaya pas de le trouver. Certains silences sont mieux gardés que rompus. Ce fut le duc qui rompit celui-ci. Vous saviez, dit-il, pendant des mois vous portiez les paniers des locataires. Vous raccommodiez mon linge et vous asseyiez avec ma grand-mère, et vous ne me disiez rien. Il la regarda. Pourquoi pas? Si vous saviez, vous auriez pu venir à moi en avril. Je ne pouvais pas, dit-elle. En avril, vous ne m'auriez pas cru. Un homme en deuil ne veut pas qu'une étrangère lui dise que la maison de sa sœur est volée. Il veut être laissé seul avec son deuil. Alors je ne vous ai pas apporté un soupçon, votre grâce. J'ai attendu jusqu'à ce que je puisse vous apporter une preuve que vous ne pourriez pas refuser. Elle mit la dernière page carrée sur la pile. Et il y avait ma propre raison aussi, que vous avez entendue dans la cour ce matin, et qui ne me fait pas honneur. J'avais une fortune à moi à garder cachée. Une femme qui se fait remarquer se fait trouver, alors j'ai choisi d'être en sécurité plutôt qu'utile aussi longtemps que j'ai osé. Je n'en suis pas fier. Non, dit le duc lentement. Mais vous ne l'avez pas choisi à la fin. À la fin vous avez été vu et vous avez parlé et vous auriez pu garder la tête basse et votre fortune cachée un peu plus longtemps si vous ne l'aviez pas fait. Il la regardait comme s'il ne l'avait jamais vraiment vue avant, ce qu'elle pensa être peut-être la vérité. Ma sœur vous aurait aimé.
Elle n'avait aucune patience avec les gens qui gardaient la tête basse. Une pause. Merci, mademoiselle Elston. Je ne pense pas l'avoir dit. Merci. C'étaient 3 mots, et de cet homme économe et fermé, il valait bien plus que 3. Juliette inclina la tête, et ne se fit pas confiance pour répondre, et prit ses 3 mois de chiffres honnêtes, et le laissa seul dans la bibliothèque, avec les vrais comptes de sa sœur ouverts enfin sur la table. Cela laissa Lucretia. Elle était restée très immobile pendant tout le long règlement dans le coin de la bibliothèque. Sa lettre était écrasée en rien sur ses genoux. Elle regarda la machine qu'elle avait aidé à construire se défaire planche par planche à la lumière des bougies. Quand Grimshaw fut parti, elle se leva, et elle était encore belle et encore droite, et elle fit un dernier jet avec le courage d'un joueur, misant son dernier. « Vous allez faire grand cas de moi maintenant, je suppose, dit-elle au duc. Votre loyale cousine, qui a réglé ses petites dettes par votre intendant. Oh, je savais. Bien sûr que je savais. Imaginez-vous qu'une femme aussi pauvre que moi ne sait pas exactement d'où vient chaque shilling? Sa voix était brillante et cassante comme du verre frappé. Vous allez me mettre dehors aussi. Ou aussi, cousin. J'ai 100 livres par an et un bonnet de veuve. Je me suis marié où on m'a dit et je l'ai enterré et je n'ai rien eu pour cela que le privilège d'être pauvre parmi des gens qui étaient autrefois mes égaux. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous n'avez jamais de votre vie ignoré où vous dormiriez. Elle tremblait maintenant, bien que son menton soit levé. Elle a caché 4000 livres pour être libre du fils d'un homme gros. J'aurais caché cela pour être libre de toute la prétention broyante. Ne me regardez pas comme si j'étais un monstre. Je suis seulement effrayé. J'ai eu peur pendant 15 ans. C'est très fatigant, cousin. Vous n'avez aucune idée à quel point c'est fatigant. Et voilà, la peur humaine sous la coquille brillante et dure étalée ouverte à la lumière des bougies. Le visage du duc s'était durci comme la cour à nouveau. Il ouvrit la bouche. Juliette sut qu'il était sur le point d'être juste, et juste serait la fin de Lucretia Sedley. Mise dehors déshonorée. 100 livres par an, un bonnet de veuve, le compter pour parler. Votre grâce, dit Juliette. Puis-je? Il la regarda. Il ferma la bouche. Il inclina la tête. Juliette alla et se tint devant la femme effrayée, droite, haineuse qui avait essayé de la ruiner ce matin-là. Elle ne triompha pas. Elle avait appris il y a longtemps que triompher est exactement ce que votre tourmenteur attend. Elle n'avait jamais une fois donné à un tourmenteur ce qu'ils attendaient. Vous avez réglé vos dettes par le domaine, dit Juliette tranquillement. C'est du vol, et vous savez que c'est du vol, et sa grâce aussi. Mais vous n'avez pas falsifié les loyers. Vous n'avez pas pressé la veuve Septon d'un shilling à Lady Day. C'était la main de Grimshaw, pas la vôtre. Vous avez regardé et vous avez profité et vous avez tenu votre langue, ce qui est précisément le péché que j'ai commis moi-même jusqu'à ce matin, alors je suis mal placé pour vous pendre pour cela. Elle tint les yeux brillants et terrifiés. Il y a une petite maison de gardien au bord du parc. Elle est vide. Elle est saine. Une femme pourrait y vivre décemment avec 100 livres par an et n'être ni servie ni servant et arrêter d'être si très fatiguée si sa grâce est d'accord. Elle ne détourna pas le regard. Vous ne le devriez à personne, surtout pas à moi. J'aimerais que cela soit compris. Lucretia la fixa. Quoi qu'elle se soit préparée à rencontrer, ce n'avait pas été cela, et cela la défie pire que la justice ne l'aurait fait. Son visage se chiffonna une fois durement et se remit. Pourquoi, dit-elle. Ce n'était pas une question gracieuse. Elle fut arrachée d'elle. Parce que je sais exactement à quel point c'est fatigant, dit Juliette. Et parce qu'une maison qui vient juste de jeter dehors un voleur ne devrait pas célébrer en faisant une mendiante. Bonne nuit, Madame Sedley. Le duc de Northwell regarda la dame de compagnie de sa grand-mère à travers les décombres de sa propre longue cécité, et quelque chose dans son visage qui avait été fermé depuis avril s'ouvrit tranquillement, douloureusement. Le bal d'été à l'Harcourt avait été le bal de Cécilie. Elle le donnait chaque été. La seule nuit où les grandes pièces fermées étaient ouvertes, le comté remontait l'allée couleur de miel, la longue galerie pleine de lumière de bougies. Il n'y avait pas eu de bal pendant 2 ans. Et maintenant la duchesse douairière, qui ne manquait rien et n'oubliait rien, l'annonça des profondeurs de son fauteuil. Il y aurait un bal à nouveau cet été. La maison respirait à nouveau. Une maison qui respire à nouveau devrait être autorisée à danser. Vous ouvrirez les pièces, dit-elle à Juliette. Vous ferez le tout. Le linge, l'argenterie,
le souper, les fleurs, les 50 bougies de cire d'abeille dans la galerie dont mon petit-fils se plaindra du coup et paiera volontiers. Les vieux yeux brillèrent. Vous dirigez cette maison depuis avril, ma fille. Quoi que quiconque choisisse de vous appeler. Il est temps que le comté voie qui la dirige. Alors Juliette ouvrit les grandes pièces. Elle fit frapper les housses de Hollande et replier les volets. 2 ans de poussière sortirent en seau. Elle remplit la longue galerie de roses précoces. 50 bougies de bonne cire d'abeille qui ne fumaient pas, car elle avait fait nettoyer elle-même les appliques. Elle fit retoucher une des propres robes de Cécilie pour elle-même, avec la bénédiction de la douairière, et la propre femme de chambre de Petronella pour le faire. Une robe de doux gris colombe, modeste, sans particularité, exactement la couleur qu'une salle de bal regarde droit à travers. Elle ne voulait rien d'autre. Elle n'était pas venue à l'Harcourt pour être regardée. Elle fut regardée quand même. Elle se tenait en tête de la galerie près de minuit dans la robe grise. Elle veilla à ce que le souper entre et que les bougies soient mouchées. Elle était entièrement absorbée par son travail, entièrement inconsciente d'elle-même, et le duc de Northwell traversa toute la longueur de la pièce bondée vers elle. Le comté le vit le faire. C'était plutôt le but, bien que Juliette ne le comprît pas jusqu'après. Il traversa le bal de sa sœur, plein de chaque famille du district. Il s'arrêta devant la dame de compagnie brune de sa grand-mère dans sa robe grise empruntée. Il s'inclina devant elle comme un homme s'incline devant une femme qu'il veut que tout le comté remarque. Et il dit de sorte que beaucoup de gens l'entendirent, « Mademoiselle Elston, voulez-vous danser ?» Elle n'avait pas dansé depuis 3 ans, ses pieds se souvinrent avant sa tête, et à mi-chemin dans le set à la lumière des bougies, le duc parla bas sous la musique. Le comté regardait. Les roses qu'elle avait coupées brunissaient au bord dans la pièce chaude. Ils ne parleront de rien d'autre pendant 12 mois. Ils le feront, votre grâce. Vous m'avez tout à fait ruiné. Une dame de compagnie ne peut pas danser avec le duc et rester une dame de compagnie. Non, il acquiesça. Elle ne peut pas. Il la fit tourner sous son bras, correcte comme une horloge. J'ai beaucoup pensé ces 3 semaines à ce qu'elle pourrait devenir à la place. Vraiment ? Ma grand-mère recommande la position de duchesse. Elle la recommande avec quelque force. Elle dit que la maison ne peut pas se passer de vous, et qu'elle ne peut pas se passer de vous, et que je suis un grand imbécile qui a pris 1 an pour voir ce qu'une jument a vu en un après-midi. Le presque sourire. Elle a souvent raison. C'est sa qualité la plus éprouvante. Le cœur de Juliette battait très fort sous la robe grise. Elle garda ses pieds dans la figure. Elle garda sa voix légère parce que si elle ne la gardait pas légère elle se briserait. Et que recommande le duc, monsieur ? Mettant sa grand-mère de côté. La musique les tourna. Il baissa les yeux vers elle, et le visage fermé était tout à fait ouvert maintenant, éveillé et sans garde et effrayé. Un homme qui avait appris ce printemps exactement combien une maison peut perdre pendant que son maître ne regardera pas. Le duc ne recommande rien. Dit-il, le duc a appris sa leçon sur la signature de ce qui est mis devant lui sans le lire. Le duc ne mettra rien devant vous du tout. Il s'arrêta au milieu du set devant tout le monde, ce qui ne se faisait pas, ce qui fit chuchoter toute la galerie. Je ne vous offrirai pas un mariage de convenance, Juliette. Vous avez 4000 livres à vous qui viennent. Vous n'avez besoin de la maison d'aucun homme pour vous abriter. Dans 3 ans, vous pourrez être libre de tout homme qui a jamais essayé de dépenser votre argent ou de vous frotter dans le silence. Vous n'avez pas besoin de moi. C'est précisément pourquoi je demande. Pas parce que la maison a besoin d'une maîtresse. Elle en a une. Elle en a une depuis avril. Parce que j'aimerais pour le reste de ma vie être regardé par la seule personne qui n'a jamais eu peur de moi une seule fois. Sa voix devint tranquille jusqu'à l'os. Épousez-moi en tant que moi-même, en le choisissant, ou ne le faites pas, et restez et dirigez la maison que je ne pouvais pas, et je ne vous ennuierai jamais plus avec cela. C'est entièrement à vous de dire. Tout à partir d'ici est à vous de dire. Toute la galerie s'était tue. 50 bougies, les roses brunissant, 2 ans de pièces fermées ouvertes à la nuit d'été. Juliette leva les yeux vers lui. Elle pensa à la cour humide, à la jument, aux morts, aux 3 ans qu'elle avait eu l'intention de passer invisible et en sécurité. En sécurité était un petit mot. Elle avait été en sécurité toute sa vie. Elle n'avait jamais une fois jusqu'à ce printemps été vue. Bartholomew, dit-elle. Elle n'avait jamais utilisé son nom. La galerie l'entendit l'utiliser. Il l'entendit l'utiliser.
Et quelque chose traversa son visage qui valait plus que tous les 4000 livres. Et la maison et la terre couleur de miel dont elle avait poussé. C'est un oui, dit-elle, au cas où le duc exigerait qu'il soit lu à voix haute. J'en ai assez de tenir ma langue. Oui, je vous épouserai en tant que vous-même. En le choisissant. Elle ne put s'en empêcher. Le presque sourire était sur sa propre bouche maintenant. À une condition, votre grâce. Nommez-la. Le toit de la veuve Septon est réparé avant la moisson proprement par l'homme qui est réellement payé pour le réparer. Le duc de Northwell rit. Ce n'était pas une chose que le comté avait entendue en 2 ans. Cela porta la longueur de la galerie brillante. La duchesse douairière de son fauteuil près de la porte posa son verre. Elle se permit à 81 ans de paraître entièrement satisfaite pendant un moment. Au cœur de l'été, Juliette Elston dirigeait toute la maison, et il n'y avait plus personne pour l'appeler autrement que ce qu'elle était. Le toit sur l'aile fut réparé par l'homme de Marrow, qui fut payé les 40 livres qu'il coûtait vraiment, et pas un shilling de plus. Les loyers rentraient nets et allaient dans un seul livre net tenu de la propre main de Juliette. Les vrais loyers et les vraies réparations. Pas de jumeaux bruns usés debout à côté dans l'obscurité. Ce que Grimshaw avait pressé des locataires pendant 3 ans fut calculé jusqu'au dernier shilling. Cela fut rendu cottage par cottage. Là où l'homme lui-même ne pouvait pas le restituer, car il n'en fut trouvé que peu sur lui, le duc le restitua de sa propre poche. Il le compta bon marché acheté. Grimshaw répondit au banc de Marrow puis aux assises. Sa défaite ne donna aucun plaisir à Juliette, seulement la satisfaction sobre d'une chose remise droite. Lucretia vivait dans la petite maison de gardien au bord du parc. Elle ne fut pas adoucie d'un coup. Une femme n'oublie pas 15 ans de peur en une saison. Mais elle montait à la maison à la demande de Juliette. Elle découvrit, étant intelligente, qu'elle était meilleure pour ordonner un office que pour guetter les faux pas des autres. Elle prit entièrement en charge l'office. Les 2 femmes atteignirent, sinon l'amitié, alors le respect particulier de gens qui savent tous deux à quel point il est fatigant d'être pauvre parmi ses égaux. Silas Probin rentra à Marrow avec ses chevaux de poste non remboursés. Son compte de fiduciaire ne supporterait pas à la fin le regard d'un homme honnête. Quand Juliette atteignit 25 ans, 3 printemps après qu'elle eut d'abord remonté l'allée de l'Harcourt, les 4000 livres entrèrent enfin dans ses propres mains, claires et libres. Elle donna le tout au domaine pour les cottages des locataires. C'était à elle de le donner. Une chose que vous donnez librement est la seule sorte de richesse que personne ne peut jamais prendre. Ils se marièrent tranquillement à l'église de l'Harcourt où reposait Cécilie. Dans la 2e semaine de ce haut été, la duchesse douairière vint au bras de son petit-fils et pleura exactement une fois. Elle prononça que c'était la limite extérieure de ce qu'une femme censée devrait s'autoriser. Elle vécut 2 ans de plus pour voir la maison pleine à nouveau. Elle mourut dans son fauteuil dans le petit salon sud un matin d'automne brillant, sa colonne vertébrale droite jusqu'à la fin. Ce fut le seul deuil que l'été ne put pas réparer. C'est la façon des maisons. Les morts ne reviennent pas parce que les vivants ont appris à être heureux. Mais la jument grise paissait saine et facile dans le paddock proche. Les étiquettes de l'office de Cécilie étaient gardées dans un tiroir de la propre main de la jeune duchesse. Son bal était donné chaque été. Elle n'était pas, dans les façons qui pouvaient être gérées, oubliée. Un soir chaud, à la fin de ce premier été, le duc de Northwell vint chercher sa femme. Il la trouva où il avait à moitié su qu'il le ferait, dans la bibliothèque, dans le fauteuil près du feu. Le grand livre de comptes honnêtes reposait ouvert sur son genou. Une seule bougie brûlait. Elle ne le lisait pas. Elle était seulement assise avec. De la façon dont une personne s'assoit avec quelque chose qui est enfin venu juste. Vous avez dirigé toute la maison en bon ordre, dit-il depuis l'embrasure. Il n'y a plus rien à sauver. Que ferez-vous de vous-même maintenant, duchesse ? Juliette leva les yeux vers lui à travers le feu bas, direct et grise claire et sans peur. C'était la façon dont elle l'avait regardé depuis le gravier humide à la première heure du premier jour. Quand il avait dit à son majordome qu'elle ne tiendrait pas un mois. Je trouverai quelque chose, dit-elle. Je le fais toujours. Je ne supporte pas le gaspillage. Vous savez, c'est mon péché mignon. Le presque sourire. Venez vous asseoir. Vous vous noyez à nouveau dans l'embrasure. Il vint et s'assit. La bougie brûlait. La maison respirait autour d'eux, couleur de miel, honnête et pleine, une maison qui avait retenu son souffle très longtemps, et avait enfin cet été été autorisée à le laisser aller. Elle était venue à l'Harcourt pour disparaître.
Elle avait à la fin été la femme la plus complètement vue du comté, et elle avait trouvé, à sa propre grande surprise, une chose qu'elle n'avait jamais devinée. Être vue par la bonne personne n'était pas le danger qu'elle avait passé toute sa vie à craindre. C'était la seule sécurité qui valait le nom. Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'à la fin. Veuillez nous dire de quelle ville vous regardez et ce que l'histoire vous a fait ressentir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer de nouvelles histoires.